Je passe maintenant la parole à Brahim Jazeri, également de l'Université de Tunis et également du laboratoire Gouvernance et Développement Territorial, au programme sur le modèle de gouvernance pour un développement local dans un contexte de conservation du milieu naturel, avec le cas de ce magnifique parc national qui est celui de Ischgl. La parole est à toi, Brahim. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour notre exposé, on va parler un peu du parc national d'Ischgl. Donc, on a posé la question dès le départ, quel modèle de gouvernance pour un développement local dans un contexte de conservation d'un milieu naturel. Alors, notre plan de présentation s'articule autour de 5 points. Donc, tout d'abord, on va présenter le parc. On va voir les principales problématiques. Parmi les problématiques posées, c'est la fermeture des carrières et on va voir quel est l'impact sur les activités socio-économiques. Par la suite, on va poser une question qui tourne autour de l'écotourisme. Est-ce qu'il peut être un modèle pour le développement local? Bien sûr, en termes de gouvernance, on va parler de la multiplicité des acteurs et on va voir comment cette multiplicité a posé une défaillance de la gouvernance. Et enfin, on va voir le rôle recherché des collectivités locales. Alors, pour présenter le parc et voir un peu la localisation, donc le parc national d'Ischgl, c'est un parc qui occupe le centre de la plaine de Madr, ici sur la carte. Donc, vous voyez ici la ville de Madr. Il fait partie également du relief du terre septentrional. C'est un parc qui a une surface de 12 600 hectares. Il est composé par 3 micro-paysages, si vous voulez, un lac, une montagne et des marécages. Bien sûr, le parc national Ischgl, comme vous connaissez, c'est un parc qui a une dimension internationale et il est inscrit dans plusieurs programmes internationaux de conservation de la biodiversité. Alors, c'est un parc, on peut dire que c'est un parc périurbain, jusqu'à 60 km. Il est entouré par plusieurs villes et agglomérations, notamment Tunis, Bizerte, Lej, Mazbouli, Batinja, Mantatsijan, etc. Alors, les problématiques posées. Alors, en 1980, le parc d'Ischgl est converti en un parc national. Par la suite, il y a eu les fermetures des carrières en 1993. De ce fait, la population s'est orientée vers l'élevage de bétail, créant ainsi une pression importante sur le milieu naturel. Bien sûr, comme il y a une forêt, il est composé par une forêt, donc les restrictions imposées par le code forestier tunisien au sein des parcs nationaux se sont aussitôt traduites par un accablement de l'initiative privée de la population locale. Alors face à ce problème, l'écotourisme, on peut se demander est-ce qu'il peut constituer une alternative à une crise de l'économie locale. Et la dernière problématique, c'est la multiplicité des acteurs a-t-elle généré des convoitises sur sa gestion. Donc, premier point, c'est la fermeture des carrières et impact sur les activités socio-économiques. Donc, alors on peut retenir 3 périodes, ou bien 3 dates essentielles dans la gestion du parc. La première, ou bien 3 phases, depuis le 19e siècle. Donc, jusqu'à 1980, on peut donner un titre, c'est la phase de l'exploitation coutumière des ressources naturelles, c'est-à-dire jusqu'à la création des parcs, les ressources naturelles étaient exploitées à libre accès pour tout le monde. Et la deuxième date clé, c'est depuis 1980, où l'Ischgl s'est transformé en un parc national. Et troisième date, c'est l'exploitation minière qui est comprise entre 1941 et 1993. Bien sûr, la fin de chaque période est suivie par une transformation d'ordre démographique et économique qui ont eu des impacts sur le milieu naturel. Donc ici, vous voyez une planche qui illustre la position des carrières par rapport aux habitats. Donc vous avez ici sur le flanc sud de l'Ischgl, il y a plusieurs douars, ou bien vaches, le douar vache. Ici c'est le cas du douar Fadden, où les carrières jouxtent tout près les habitations. Bien. Alors, 2 actions profondément marquées
le mode de vie des habitants du parc. D'une part, l'Eshkel était un territoire de vie, ou bien un espace de vie, où les ressources naturelles génèrent des revenus constants, comme les carrières, le pâturage, la pêche, etc. D'autre part, la fermeture des carrières en 1993 a eu des répercussions directes sur les revenus. Donc la création du parc a dénigré les coutumes des habitants et a donné le sentiment d'une possession d'un patrimoine qui constitue leur cadre de vie. Alors ici, on va voir comment les carrières, comment la fermeture des carrières a eu un impact direct sur les emplois. Donc avant la fermeture, bien entendu, les carrières attiraient presque 40% des emplois, contre 5% pour l'élevage. En 2015, l'élevage et les activités agricoles représentaient 26% de l'emploi disponible et 35% des revenus annuels. Donc la différence entre les rémunérations des activités minières et ceux de l'élevage s'étendait, ou bien ça s'élevait à plus de 100 000 dinars par an, ce qui est un grand chiffre pour une population de 700 ou bien de 600 habitants. Donc sur le graphique, on voit ici clairement que une comparaison entre le nombre des acteurs, bien le nombre d'emplois avant et après la fermeture des carrières. Par exemple, ici, les carrières ont trouvé 38% des emplois contre maintenant 0. Donc, ce qui est en noir, c'est 2015. Ce qui est en gris ici, c'est 93. Et une évolution du nombre de gardiennage, etc. Bien. Alors, aujourd'hui, suite à la fermeture des carrières et suite surtout aux restrictions du code forestier, les habitants du parc sont dans une position vulnérable en raison du manque de possibilités d'emploi, obligeant certains d'eux à l'exode. Donc sur le graphique, on voit clairement l'évolution de la population et des ménages à l'échelle. Donc en 91, il y avait 700 habitants, aujourd'hui ils ne sont que 206. Alors, le revenu généré par l'exploitation des produits forestiers reste faible à cause, comme on a dit, des interdictions imposées par le code forestier. Alors, on peut dire que le changement de la politique économique a conduit au développement des activités d'élevage de bétail. Bien sûr, on parle toujours dans un parc où les activités humaines ou bien les activités d'élevage sont strictement interdites. Alors, deuxième point, c'est l'écotourisme. Alors, est-ce qu'il peut constituer un modèle pour le développement local à l'intérieur du parc? Juste un petit rappel pour cette triade de l'écotourisme qui est, premièrement, le développement économique. Deuxième pilier, si vous voyez, c'est le progrès social. Et troisièmement, c'est la protection de l'environnement. Donc, pour un écotourisme, il faut impliquer la société ou bien les habitants ou bien les locaux dans le processus économique. Alors, la politique de valorisation écotouristique, malheureusement, n'a pas eu d'impact direct sur les revenus de la population. Paradoxalement, le tourisme à l'intérieur du parc, c'est un tourisme de masse, non conforme à la nature de l'activité écotouristique. De surcroît, l'absence d'un produit à exposer, donc il n'y a pas un produit qu'on peut exposer pour les habitants, cela constitue un grand handicap quant au développement de ce secteur. Donc les activités de l'écotourisme à l'échelle sont limitées et très exposées aux facteurs externes. Alors, la fréquentation à l'intérieur du parc, elle est très variable, selon les années et selon les saisons, bien sûr. À titre d'exemple, en 2016, lors de la grippe aviaire, le parc a été totalement fermé. Donc, juste un petit détail, les habitants du parc, ils habitent à l'intérieur du parc. Donc, les habitants résident à l'intérieur. Donc, aussi, en 2019, lors de la propagation du Covid, les habitants ont été totalement isolés à cause du confinement, ce qui a perturbé considérablement leur quotidien et les visites ont été bien sûr interdites jusqu'à présent. Alors, cette variabilité saisonnière ne génère pas de revenus fixes à la population locale. Donc, on peut dire que l'écotourisme ne représente pas encore une réelle offre alternative aux activités de l'élevage, l'influence de la gouvernance. Donc, le parc national Eshkel se compose, comme on a dit, de 3 entités paysagères différentes, avec une montagne, un lac et un marais. Et chaque composante, elle est gérée ou bien contrôlée par une administration, ou bien par des acteurs bien définis.
Donc cette segmentation spatiale a fait croître le nombre d'acteurs porteurs de diverses politiques publiques et qui agissent à l'échelon du local et micro-local jusqu'au national et international. Alors j'ai essayé ici de représenter les différents intervenants à plusieurs échelles. Donc on voit de l'international, les bailleurs de fonds, les différents programmes auxquels le parc est inscrit, comme Ramsar, l'UNESCO, etc. Ici on va voir les principaux acteurs d'ordre national, régional, jusqu'à local. Donc, on a dit que la gestion du parc est sous la tutelle absolue de la Direction générale des forêts, rattachée au ministère de l'Agriculture, mais il existe en même temps un autre acteur qui est très important, qui est l'ANPE, c'est l'Agence nationale de la protection de l'environnement. Donc, cette situation a provoqué des convoitises entre les deux directions. Par conséquent, donc le pilotage commun est presque absent, ce qui a eu des conséquences néfastes sur la gestion du parc. Bien sûr, à ces deux acteurs principaux, on peut ajouter d'autres acteurs secondaires, comme la Direction générale des barrages, l'Office national du thermalisme et bien d'autres. Également, il y a un promoteur privé qui exploite la richesse halieutique du lac. Donc, les autorités régionales, en la présence du gouverneur, jouent un rôle d'arbitrage entre les différentes parties en cas de conflit. Il y a toujours des conflits. Donc, un autre acteur qui est apparu, même avant 2011, qui est la municipalité. La municipalité de Tinja est décrétée municipalité touristique à partir de 2020. Donc, et bien sûr, la municipalité a élargi son territoire pour couvrir le terrain du parc. Donc, ce nouvel acteur se contente déjà de jouer un rôle dans la gestion du parc. Néanmoins, l'application de la commune de Tinja, comme on a dit, elle date avant 2011. En 2008, le parc national de l'Eshkel a été considéré comme composante essentielle de l'agenda 21 local de la ville de Tinja. Donc, jusqu'à présent, les activités ou bien les actions de la municipalité se limitent au ramassage des déchets, faute d'un refus de tracteurs, essentiellement la DGF et l'ANPE. Donc, face à cette situation, la municipalité a décidé de créer un comité local à l'appui pour la gestion du parc. Le but de ce comité est de rassembler tous les acteurs pour promouvoir le site de l'Eshkel et préparer un projet de marketing urbain, ce qui facilite bien sûr le drainage des financements nationaux et internationaux. Alors, finalement, on va voir ici la population du parc. Donc, temporellement, l'organisation sociale et les structures de développement villageois sont cadrées par plusieurs structures communautaires. Donc, premièrement, en 1996, il y a eu un groupement d'intérêt communal qui a assuré la gestion de l'approvisionnement en eau potable. En 2002, on a vu l'apparition d'un groupe de développement agricole où ces membres ont été élus en 2006, mais qui n'est pas actif jusqu'à présent. La municipalité a essayé de créer un comité de gestion du parc national. Est-ce qu'il a été conçu? Il doit réunir les habitants de la région et d'autres parties prenantes. Cependant, ce comité n'a pas encore vu le jour. Donc, en guise de conclusion, on peut dire que l'éco-potentiel important de l'Eshkel constitue un produit touristique de haute valeur ajoutée qui peut contribuer au développement local du site. Malheureusement, le manque d'intégration du parc dans son contexte social, la faiblesse de la gestion et l'absence de gouvernance participative constituent un handicap majeur à sa promotion à l'échelle nationale et internationale. Donc il y a plusieurs programmes de développement, mais le problème qui se pose actuellement, c'est la cohérence entre ces différentes politiques de gouvernance. Bien sûr, toutes ces données, ou bien toutes ces applications ont eu des répercussions très négatives sur le parc. Et il faut trouver bien sûr des solutions, surtout que la Tunisie, comme vous le savez, elle vit un stress hydrique important. Et il faut faire la gouvernance ou bien l'équilibre entre les ressources en eau et les ressources et les besoins de la nature et de la population. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci pour cette présentation qui montre bien les enjeux qu'il y a autour de la conservation de l'environnement et notamment la question sociale qui ne doit pas être éludée. Donc je vous propose qu'on passe aux questions, aux échanges, aux remarques avec la salle. Et donc vous levez le doigt, que je puisse bien voir, puis je vous donne la parole au fur et à mesure. Alors je crois que le professeur Mourad Benjelloul voulait prendre la parole, et puis ensuite deux mains qui se sont levées, et puis Dana, et très bien, j'ai retenu. Merci. Bonjour tout le monde, pour avoir accepté de diriger cette séance. Et je remercie tous les intervenants pour la richesse du contenu de leur intervention. J'ai deux petites remarques. Je vais pas trop m'attarder. La première remarque ou la première question, je ne vais pas poser beaucoup de questions, mais je vais essayer d'intervenir pour essayer un peu d'enrichir le débat. À propos de l'intervention de notre collègue Brahim Jazili, qui concerne un territoire local, la localité ou le douar, la petite agglomération de l'Ishke, qui vit une crise territoriale remarquable, comme ça a été bien expliqué. Donc le changement de statut de l'Ishke a fait que la population qui vivait de ce territoire et de son patrimoine connaît une crise d'existence même. Donc comment cette question a été traitée par les pouvoirs publics? Le pouvoir public a essayé de trouver des solutions pour le parc national, pour sauvegarder le parc national. Des conventions internationales, des centaines de millions de dinars ont été dépensés pour le parc, mais l'élément humain, il a été marginalisé. Il n'a pas été pris en considération dans le traitement de cette question du lac Eshke. Donc la conséquence, c'est que cette population qui vivait de l'activité économique ancienne se trouve obligée de faire de la pression sur ce parc, par le pâturage par exemple, qui n'est plus autorisé, mais on trouve toujours le pâturage. Donc il y a une certaine pression sur le milieu naturel qui est exercée à cause de cette marginalisation de la population qui doit vivre, doit trouver des ressources. Et le collègue pose la question, comment trouver un modèle de gouvernance qui permet à cette population de vivre en harmonie avec, dans ce cadre de parc national. C'est ça l'équilibre à trouver, sauvegarder le parc national et en même temps ne pas marginaliser la population. Il présente comme action la question de l'écotourisme. L'écotourisme comme une réponse qui peut être donnée à cette problématique, si je peux dire. Donc le problème, c'est que comment rendre ce parc attractif pour la population? Il faut faire du marketing pour le parc, alors que le parc, déjà, il est en crise. Il a parlé de crise hydrique, il a parlé d'acteurs institutionnels, il y a conflit entre les acteurs. Donc il y a un grand problème. Premièrement, attirer la population, faire du marketing pour faire drainer la population, mais le problème, c'est qu'aussi on draine beaucoup de population, il y a un risque aussi sur le parc. Donc il faut choisir un créneau qui tient compte d'une part du milieu naturel et d'autre part des besoins de la population. C'est ça le problème. Comment trouver Moi j'aurais aimé entendre des suggestions ou des propositions pour sortir de cette situation de crise. Il y a quelques éléments qui ont été présentés, c'est-à-dire cette approche participative, faire participer la population dans la gestion, comme acteur de la gestion du parc, et en même temps lui permettre de vivre de ce parc. Moi, je peux citer un exemple. Il y a des gens qui aiment la nature et qui
visitent le parc Ischgl. Mais on ne trouve pas des visites guidées. C'est quelqu'un qui vient pour visiter, il est seul, il se promène. Donc il n'y a pas une structure d'accueil, absence de structure d'accueil, que la population locale peut par exemple créer des associations qui peuvent jouer ce rôle-là. Donc faire visiter les gens. La question du produit local, je ne pense pas qu'il n'y a pas de produit local. Chaque communauté humaine a une spécificité, ne serait-ce que la cuisine. On peut présenter la cuisine locale. Donc on peut présenter quelque chose pour ceux qui viennent visiter le parc. Donc, ce que je veux... le produit terroir. Le produit terroir, exactement. Donc, le rôle de la commune qui est devenue un acteur, elle veut, peut-être ça n'a pas été bien mentionné, la commune de Tinja, dans le nouveau cadre de la décentralisation, essaie de mettre la main, si on peut dire, sur le parc, c'est-à-dire qu'elle veut valoriser le parc et le rendre comme source d'argent pour la commune. Donc, et ici, elle se trouve confrontée aux acteurs institutionnels qui, bien sûr, pour eux, c'est fermé. Là, le parc, il a des réglementations fermes qu'il faut respecter, donc il y a un grand problème. Donc, je pense que, pour synthétiser un peu, la question, elle est vraiment originale, comme thématique géographique et comme thématique qui s'insère parfaitement dans l'axe de notre colloque, comment développer un territoire local un peu particulier, qui a une sensibilité, qui vit une crise de gestion, une crise de gouvernance. Et je suggère aux collègues, dans son travail qui sera présenté pour publication certainement, de proposer des alternatives, proposer des suggestions, comment faire, comment développer ce territoire-là. Nous savons que le parc national d'Ischgl occupe une situation un peu particulière à l'aval des bassins versants occidentaux de Morat. Donc c'est le récipient, c'est le point d'accumulation de tous les effluents qui viennent passer pour nous. Donc, et ces bassins versants qui se trouvent à l'ouest du parc connaissent aujourd'hui un travail et des interventions de gestion, la conservation des eaux de sol, la stabilisation des versants, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ces gestions-là qui sont menées sur les versants occidentaux de l'Ischgl ont des conséquences directes sur le parc lui-même? Est-ce qu'on peut mener une gestion pour les bassins versants, une gestion pour le parc, chacun, c'est-à-dire chaque gestion doit être, est-ce qu'on peut combiner les deux gestions et voir un schéma directeur qui pourrait aménager tout ce système-là, en fait, avant. La richesse de l'exposé. J'ai deux questions à M. Ibrahim. La première question, il y a de multiples acteurs sur votre terrain. Ceci pose le problème d'arbitrage. Est-ce qu'il y a un organisme qui peut constituer un arbitre dans le cas de conflits, de problèmes? Et s'il n'existe pas, qu'est-ce que vous proposez? La deuxième question, la grande partie a été posée par mon professeur Simorad Bojaloul, mais j'aimerais bien savoir, est-ce que vous proposez quelques activités pour le futur, pour surmonter cette situation de crise pour la population qui réside dans cette zone? Et j'aimerais bien savoir comment le pouvoir public a réagi face à cette situation de crise de la population locale. Est-ce qu'il y a une sorte d'aide sociale? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce qu'il y a des dons pour cette population? Et merci. Madame Hamda Heger, je veux évoquer deux problèmes essentiels pour M. Jessine. Il a fallu que la dernière phrase de cette intervention soit la première. Moi, j'habite la région et je sais qu'après 2010, ils ont vraiment porté atteinte au parc de l'Ischgl sur le plan hydrique avec l'installation sur la route de Sejnen par le biais de Tinja, c'est-à-dire la rive est de l'Ischgl, 8 lacs collinaires et 2 barrages.
depuis 2010 jusqu'à 2020. Donc l'apport hydrique sur l'Ischkel, il est complètement défaillant. On parle de parc, on ne doit pas parler de parc de l'Ischkel, on doit parler de réserve, parce que c'est une réserve de bovidés, de covidés et surtout un lieu de migration de oiseaux. Et les habitants qui sont autour de ce parc, ce sont eux les premiers intervenants néfastes pour ce parc. Il fallait au moins clôturer cette réserve. Et surtout, la deuxième question, c'est pour les intervenants. Ils ne sont pas sous une charte. Ils travaillent chacun de son côté. Ils prennent des décisions furtivement. Que ce soit sur le plan hydrique, pour ce qui est des intervenants sur le plan hydrique, ou parce que la PNUD, elle a essayé de mettre un problème, et elle est venue à Mateur, et elle a fait 2 conférences pour pouvoir intervenir et faire une charte comme ça se passe dans toutes les réserves. Et on assiste par exemple dernièrement pour le mois les mois de l'été, avec les 52 degrés, on assiste à un assèchement et le parc de l'Ischkel s'est limité sur le plan hydrique à une auréole. Vraiment, c'est une urgence d'instaurer une charte pour promouvoir cette région, alors que l'écotourisme, c'est pas... Peut-être sur l'Adré, ça pourrait être l'écotourisme. On regarde cette réserve de loin, mais pas dans le parc. Parce que même vous avez parlé sur un autre volet pour la population active, mais la majeure partie des gens, ils travaillent dans les sociétés limitrophes amateurs à Mazel-Bourguiba. Et je vous en remercie. Merci pour ces questions et ces remarques. Alors on va peut-être laisser les intervenants répondre et puis ensuite je reprends les questions. Je vais commencer par M. Mourad Benjaloul. Tout d'abord, je vous remercie pour vos questions très, très intéressantes. Je remercie également M. Benjaloul d'avoir un peu clarifié les problématiques. Donc, en ce qui concerne les propositions, oui, je vais essayer de présenter quelques propositions, mais malheureusement, tout le monde propose et rien ne se réalise. En fait, en ce qui concerne la promotion écotouristique, en fait, l'État n'a pas travaillé sur la promotion. Il n'existe pas jusqu'à présent un site dédié au parc. Il n'existe pas une page Facebook. Le parc il est absent totalement dans tous les guides, bien surtout les guides touristiques. Donc on ne connaît pas le parc ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle peut-être internationale. En fait, pour la population, donc, parmi les questions que j'ai posées à certains habitants, est-ce que vous acceptez l'activité écotouristique? Eh bien, ils n'acceptent pas. Donc, ils ne veulent pas cette activité, ils veulent juste pâturer les marécages et voilà, donc ça leur draine plus d'argent. En fait, il n'y a pas un produit à présenter. Donc, même les coutumes peut-être un peu locales, tout ce qui est gastronomie, non, c'est pas très vraiment riche. Il faut peut-être chercher d'autres solutions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Là, je rebondis un peu sur la géomorphologie, donc je peux faire les deux. En fait, il y a plusieurs barrages sur le bassin versant. Donc, tous les cours d'eau ont été barrés par des barrages. Il y a au moins 6 barrages, 6 grands barrages, et il existe plus de 50 lacs collinaires. Donc, du coup, l'eau qui venait autrefois des barrages, il n'y a plus d'eau douce. Donc, le lac s'est transformé en sapra pratiquement. Le taux de salinité, il est parfois supérieur à celui de la mer. Donc, voilà, ça pose un réel problème quant à l'existence même en tant que zone humide. Et j'ai dit qu'il y a toujours des conflits. À titre d'exemple, je vous donne un exemple. Le barrage de Nice, qui est en cours de construction maintenant, il n'était pas conçu pour l'irrigation,
ou bien pour l'eau domestique, mais plutôt pour faire l'équilibre, ce qu'on appelle les eaux écologiques. Donc, lors d'une dernière réunion avec le gouverneur et tout, non, ils ont dit non, ça va être pour l'irrigation, et ça va être pour la population des citadines. Hein. Alors, j'ai dit qu'il faut chercher un équilibre entre les besoins en eau et l'équilibre naturel. Alors, voilà, j'ai répondu à M. Wadir. M. Dahabi, j'ai exposé dans le speech que j'ai dit que le gouverneur, il joue le rôle d'arbitrage entre les différentes administrations. Alors, ce rôle d'arbitrage, la commune de Tinja veut prendre ce rôle. Donc, et il y a un refus total des autres directions, notamment la direction générale des forêts. Pourquoi? Parce que la commune de Tinja, les projets proposés ne sont pas adaptés à un contexte de conservation. Pour Madame Hej, en fait, je sais que la question hydraulique, elle pose le grand problème. Hein, donc, c'est un problème de grand calibre, mais c'est un peu connu. Donc, moi, j'ai essayé de montrer une autre facette, ou bien de montrer un autre côté des problématiques. Donc, malheureusement, tous ces problèmes, tout ce contexte a donné une mauvaise image au parc. Et comme vous le connaissez, comme je rebondis sur la question de M. Mourad, donc il y a une vraie crise au sein même de ce milieu un peu particulier.